Bienvenue à tous et à toutes pour cette dernière agora de la journée, l'agora autour de l'industrie, intitulée Souveraineté, durabilité et financement. Quel levier pour structurer un tissu industriel compétitif? Pour être assez bref et introduire tous nos copanélistes et pouvoir entamer la discussion le plus rapidement possible, je vous propose de les introduire. On va commencer par ceux qui sont affichés à l'écran. Monsieur Mbaye, et vous êtes directeur général de Dangote Ciment Sénégal, également président de la Chambre des mines et président du SPIS, le syndicat des professionnels des industries du Sénégal. Monsieur Nabil Habid, vous faites partie de la délégation d'entreprises françaises accompagnée par BPI cette semaine et vous êtes directeur général d'ABN Engineering and Consulting, une PME française créée en 2003 qui a fêté ses 20 ans récemment et qui donc accompagne beaucoup de ses clients en Afrique sur des solutions, des clients agri-agro sur des solutions dans la chaîne de froid, mais également dans le secteur médical pour donc des salles blanches. Monsieur Blanchet, Benoît Blanchet, qui, pour la petite anecdote, avait rencontré Madame Gay lors d'un événement BPI France, avant même de poser un pied au Sénégal, et qui se retrouve aujourd'hui sur notre panel, fondateur de nos Plastic Odyssey Factories, donc à la fois une ONG qui arbore le monde pour recycler les plastiques qui polluent nos océans, et donc a ouvert à Dakar une usine de recyclage et donc de production de mobilier de bureau et mobilier domestique en plastique recyclé. Madame Gay, Madame Assia Gay, qui a passé plus de 7 ans à l'ADER et qui connaît très bien le tissu industriel et entrepreneurial sénégalais, qui est dorénavant passée du côté du développement communautaire en tant que directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité au ministère de la Famille et des Solidarités. Et enfin, Monsieur Nicolas Tovel, directeur général adjoint de la Société Générale. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous adresser une question à vous, Ousmane. On sait que le terme de souveraineté en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, est central et prioritaire. Et notamment quand on parle de ciment et qu'on connaît la richesse du sol sénégalais, par rapport à nos voisins régionaux, on sait que nous partons, quand je dis nous, je parle avec ma casquette de franco-sénégalais, on part avec un avantage compétitif, mais on se heurte à un double paramètre qui est celui du coût et celui de l'accès à l'énergie. Et ce paramètre, il a un impact considérable sur le tissu industriel. Vous, quel diagnostic vous faites et quelles difficultés vous relevez pour les industriels au Sénégal? Merci beaucoup Seydou pour cette question, pour l'invitation d'abord. Et j'en profite aussi pour saluer tous les co-panélistes. C'est une question très intéressante, le problème de l'énergie. Parce que si on prend l'industrie des cimenteries au Sénégal, pour faire du ciment, vous avez besoin de 3 matières premières qui sont disponibles au Sénégal. C'est l'avantage que nous avons par rapport aux autres pays. Nous avons le calcaire de très bonne qualité et des réserves assez importantes. Si je prends l'exemple de notre cimenterie, nous avons une réserve qui nous permet de l'exploiter pendant plus de 100 ans. Nous avons la latérite et l'argile. Ce sont les 3 matières premières dont on a besoin pour faire du ciment. En fait, pour faire le produit semi-fini qui est le clinker. Le problème majeur que nous avons, c'est l'énergie. Si je parle de l'énergie, pour certaines cimenteries qui ont leur propre centrale électrique, sont obligées d'importer le combustible dont ils ont besoin, qui est un peu cher. Donc la différence qu'on a avec les autres pays, c'est qu'ils ont des broyeurs de ciment. Donc broyeurs de ciment, c'est parce qu'ils n'ont pas de matières premières. C'est pourquoi d'ailleurs, le prix du ciment n'est pas cher au Sénégal comparé aux autres pays. Maintenant, le problème qui reste, c'est le problème de l'énergie. L'énergie est chère comparée aux autres pays. Si on prend par exemple entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le prix du kilowatt, il y a une grande différence. Et ça a un impact assez considérable dans les coûts de production. Et pour vous donner juste l'exemple, l'énergie dans nos coûts de production représente presque 50% de nos coûts. Donc vous comprenez, 50% de nos coûts de production. Donc il suffit qu'il y ait une petite différence pour que ça impacte directement, n'est-ce pas, les coûts de production. Donc les solutions à moyen, long terme, à court terme, en tout cas, nous, ce que nous avons fait, c'est commencer à travailler sur des fils alternatifs, des biomasses, n'est-ce pas, que nous cherchons à travers une économie circulaire, c'est-à-dire nous contactons que ce soit des sociétés qui vendent des coques d'arachide qu'on utilise comme fil alternatif ou des pneus déchiquetés. Et ça permet aussi de créer une certaine économie circulaire et de faire travailler les gens. Maintenant, à moyen et long terme, il y a le gaz qui a été découvert au Sénégal, qui est une source d'énergie qui n'est pas trop chère et qui est disponible localement.
Mais c'est pourquoi je dis à moyen long terme, parce que le réseau gazier, il faut calculer peut-être, ça va prendre entre 4 ou 5 ans avant que ça puisse se déployer. Voilà, merci beaucoup Cédric. Est-ce que c'est possible de récupérer un micro, s'il vous plaît, à côté? Et donc pour enchaîner, difficilement, mais enchaînons, une des solutions qui peut apparaître à ce problème de l'énergie, de coût de l'énergie, vous l'avez mentionné, mais il y a également la décentralisation, la notion de décentralisation, et là je m'adresse à vous, Assia. Quand on parle de décentralisation, est-ce que vous pouvez développer donc, cette notion d'industrie décentralisée? Comment est-ce que nous on peut approcher comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'une approche filière ici au Sénégal? Et surtout, quelles réformes structurelles vous voyez à mener pour cette industrie? Très bien, merci beaucoup Seydou. Merci Seydou. Je pense que la question elle est très intéressante et importante pour le Sénégal aujourd'hui. Je disais que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui nous force, aujourd'hui quand on parle de développement endogène, forcément on parle aussi d'un développement des territoires. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir une industrie, une industrialisation qui est une industrialisation ancrée dans les territoires. Ce qui présente beaucoup d'avantages, parce que tout à l'heure, effectivement, on a parlé d'énergie, etc., même si ça peut être un inconvénient, parce qu'effectivement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, en termes de répartition d'énergie, l'accès à l'énergie est plus difficile dans nos terroirs qu'au niveau de Dakar, d'où on se retrouve avec Dakar, avec une concentration des industries au niveau de Dakar. Mais ça présente beaucoup d'avantages, le fait de territorialiser aujourd'hui cette industrialisation dont on parle. Parce que tout simplement, l'avantage majeur, c'est que ça nous permet d'avoir une approche filière. Parce que les filières, la matière première, c'est d'abord une matière première qui est locale. Donc ça peut permettre très rapidement d'avoir une approche filière au niveau territoire. L'autre chose, c'est que les communautés qui sont au niveau des territoires ont une résilience, une certaine résilience. Donc ce qui permet très rapidement d'être opérationnel et de pouvoir finalement éviter certains problèmes qu'on peut retrouver avec des gens qui ont fait de l'exode rural, qui sont à Dakar, qui ne sont pas forcément dans leur milieu naturel. L'autre chose, c'est aussi une chose très très importante. Aujourd'hui, je pense qu'on est convaincu que l'industrialisation, par exemple, moi qui m'occupe finalement des communautés, du développement communautaire, je reste convaincu, en étant aussi industriel, je suis convaincu que le développement du Sénégal va passer par une industrialisation au niveau des terroirs. Parce que pour absorber aujourd'hui cette masse, en tout cas de besoins d'emploi au niveau des territoires, ça va passer par forcément une industrialisation. Mais quelle industrialisation? Est-ce qu'aujourd'hui, on va implanter une grosse cimenterie à Tambacounda, dans ma ville ou ailleurs? Peut-être pas. Mais essayons de réfléchir, quelles sont les filières que nous avons au niveau local? Qu'est-ce qu'on peut développer au niveau local? Quelle est la taille de l'industrie? Ça parle de modernisation. Pour nous, ministère de la Femme, est-ce qu'on va continuer de donner des moulins? Tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, la question c'est, quelle est la taille acceptable au niveau territoire? Quelle est la matière première qu'on transforme? Où est le marché? Et qu'est-ce qu'on fait de ces communautés de base-là? Et comment on les transforme en les accompagnant? Et sur cette territorialisation, quelque chose de très important, c'est les collectivités locales qui doivent jouer le jeu, qui doivent avoir une offre attractive. Aujourd'hui, quand on parle aussi de décentralisation, il faut donner le plein pouvoir à ces collectivités-là pour négocier. Qu'est-ce qu'on négocie? Qu'est-ce qu'on met en place pour attirer l'investissement? Pour attirer l'investissement. Aujourd'hui, il faut avoir des collectivités qui sont capables, bon, on a des organisations comme des organismes comme APIX, etc. Mais au niveau local, je pense qu'il y a besoin de les former, de les accompagner pour être capable de capter ces investissements-là pour leur communauté. Voilà. Test. Ouais, c'est bon. Du coup, j'ai envie maintenant de vous passer la parole, Nabil. Vous êtes implanté justement donc en tant qu'industriel français de base et vous êtes implanté donc au Maghreb, à Tunis, à Alger et à Casablanca. Voilà donc des premiers éléments qu'on a dit. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pourriez faire une petite étude comparative entre donc le tissu industriel sénégalais dont vous entendez parler là et ce que vous avez pu voir avec le modèle nord-africain? Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Est-ce qu'il faut chercher à tendre vers un modèle français? Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai envie de parler justement de deux modèles qui pourraient inspirer le développement de cette souveraineté alimentaire au Sénégal. Je vais prendre deux exemples, l'exemple tunisien, l'exemple marocain. Et c'est volontaire. Je prends deux pays qui, avec peu de moyens, deux pays qui ont commencé à 40 ans à travailler sur ces sujets
Et aujourd'hui, ils sont complètement autosuffisants en lait, en fruits, en légumes, en viande. Et ça s'est fait avec deux modèles, mais complètement différents. Au Maroc, ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est coopérative agricole. Et donc, le modèle de coopérative, tout de suite, n'a pas du tout fonctionné en Tunisie parce que quand il y a eu la socialisation dans les années 60, les gens ils ont eu peur d'être expropriés. Donc, un modèle qui a fonctionné au Maroc avec la coopérative agricole. Et aujourd'hui, les grands faiseurs de l'agroalimentaire, que ce soit dans le lait, dans les légumes, les grands exportateurs de tomates, d'agrumes, etc., des fraises, viennent de coopératives. Donc il y a énormément de coopératives qui se sont développées. L'État les a aidés, accompagnés, encouragés pour que le niveau de compétence monte et que la productivité monte. Et aujourd'hui, ils sont autonomes depuis une vingtaine d'années sur les 3, 4, 5 produits vitaux dans ces pays-là. La Tunisie, de notre côté, ça a été la mise en place de ce qu'on appelle les groupements interprofessionnels. Donc vous avez le GIL, groupement interprofessionnel de légumes, le GIFruits, le GIVLait, le GIPA pour les produits avicoles, etc. Et chaque groupement, on va se trouver l'État, puisqu'il y a le ministère du Commerce, le syndicat agricole, etc. Et puis on définit un peu le besoin du pays, la production et le solde, on va aller le chercher. Et aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui ont en moyenne le cheptel de l'élevage laitier, par exemple, en Tunisie, c'est 2 vaches et demie. Donc je veux dire, c'est très, 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 très morcelé. Mais on a formé les gens, on a importé des génisses pleines pour ces gens-là, on a été collecter le lait parce qu'il y a des centres de collecte autour de chaque petite région. Et puis après, les centres de collecte refroidissent, fait l'analyse et livrent les centrales. Et aujourd'hui, la production laitière, enfin, le pays est autonome en lait blanc. Voilà 2 exemples que je voulais citer pour dire on n'a pas besoin d'aller chercher ni le modèle brésilien ni le modèle français, mais regardons ce qui s'est fait en Afrique avec des pays qui ont à peu près les mêmes moyens. C'est très clair, merci beaucoup. On a eu le modèle de Tambacounda, on a eu le modèle donc, tunisien et algérien. Maintenant, on a un nouveau modèle industriel qui est celui l'algérien, juste un petit mot sur le modèle algérien. En fait, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, 80% du lait en Algérie est importé. Un pays qui a beaucoup de moyens, sauf qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Je m'arrête là. Et donc je disais, donc, le modèle de Tambacounda, le modèle algérien et le modèle tunisien. Maintenant, on a un nouveau modèle industriel avec celui qui est porté par Plastic Odyssey. Et Benoît, je voulais savoir, donc, cette usine a été lancée en 2024. Et comment est-ce que vous incarnez ce nouveau modèle industriel? Comment est-ce que vous le voyez? Oui, bonsoir à tous. Alors nous, notre approche, c'est de penser que quand on veut avoir des économies qui sont basées sur des ressources renouvelables ou circulaires, il faut aller chercher la ressource là où elle est. Et donc en fait, on voit assez vite que ce soit dans l'énergie, si vous voulez aller chercher une énergie renouvelable, vous n'allez plus faire une centrale à gaz très centralisée, mais vous allez faire des éoliennes qui sont très dispersées. Quand vous voulez dans l'agriculture faire des fermes où les vaches vont manger de l'herbe et pas des flux de soja très massifiés, vous allez faire des petites fermes décentralisées. Et nous, sur le plastique, la problématique est la même, c'est-à-dire que vous avez soit un flux très centralisé qui est du plastique vierge qui vient d'une industrie pétrolière très centralisée, mais si vous voulez introduire de la circularité, donc aller rechercher une matière qui a été dispersée finalement là où les populations sont présentes, il va falloir décentraliser le système parce que vous avez une matière qui est très volumineuse, qui a peu de valeur et donc qui se transportera très mal. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir donner à des entrepreneurs locaux une usine, du savoir-faire, éventuellement un financement pour les accompagner à pouvoir capter cette matière là où elle est. Et donc nous, le travail qu'on essaie de faire, c'est de rendre possible, dans un monde où l'industrie a voulu de plus en plus massifier et technologiser les actifs, parce que c'est comme ça qu'on a des gains de productivité, finalement de chercher comment est-ce qu'on peut retrouver de la rentabilité et avoir des entreprises pérennes malgré cet effet de décentralisation, en créant un effet de réseau où on va savoir
finalement mutualiser un certain nombre de moyens, donc, qui peuvent être par exemple la R&D. La R&D, on peut la centraliser parce que facile de partager des idées, de l'information, du savoir-faire. On va partager des stocks de pièces détachées, on va partager certains débouchés pour répondre à des gros contrats ou des choses comme ça. Et en revanche, on va faire preuve de subsidiarité quand il s'agit de laisser un entrepreneur finalement s'ancrer dans un territoire, trouver ses chaînes de valeur, avoir des relations avec la décharge à côté, le secteur informel, etc., qui est définitivement quelque chose qui a besoin d'avoir lieu là où l'usine fonctionne. Et donc c'est ce modèle-là qu'on essaie de pousser, et effectivement avec à Dakar une usine qui cherche à construire ce savoir-faire pour ensuite le partager. Merci beaucoup. Donc on a eu déjà quatre premiers modèles, donc en passant de l'industrie lourde à l'industrie décentralisée, au nouveau modèle industriel. Maintenant, Nicolas, je vous propose de jouer le rôle de la synthèse, avec un rôle transverse, et donc de nous parler un peu du rôle en fait, de la Société Générale dans le financement de l'industrie au Sénégal. Quelle place vous donnez à l'industrie lourde? Quelle place vous donnez à l'industrie décentralisée, au rôle de la décentralisation? Oui, merci, tout à fait. Alors je suis ravi parce qu'aujourd'hui on a eu des témoignages de partenaires qui illustrent assez bien notre rôle. Pour nous, on a une conviction, c'est que durabilité et souveraineté, ça va de pair. C'est pas toujours évident parce que ça représente des contraintes, faut pas se mentir, mais je vais rentrer un peu dans le détail. Ousmane a expliqué que le Sénégal a la chance d'avoir un sous-sol riche qui lui permet d'avoir des cimenteries intégrées. Il aurait pu dire qu'ils réfléchissent aussi à des solutions de ciment dit vert avec de l'argile calcinée. Et aujourd'hui, le fait de rechercher des solutions qui consomment moins de carbone, même lorsqu'on a la chance d'avoir un ciment de qualité et à un coût peu élevé, ben c'est un vrai moteur. L'obligation, l'impératif de durabilité, c'est un moteur d'innovation. On a parlé de l'ADER tout à l'heure. Il y a une très belle initiative qu'on essaye de suivre. C'est le financement des pirogues en fibre de verre de CFAO en substitution des pirogues traditionnelles. Ça paraît anodin, mais je crois qu'il y a 20 000 pirogues à changer. L'ADER montre la voie avec déjà une centaine de pirogues, je crois. Nous, plus modestement, on en est à 10. Et non seulement c'est vertueux au niveau environnement, mais en plus, on fait rentrer dans l'économie formelle des pêcheurs à travers la création de GIE. On parlait de l'impératif de mieux conserver tous les fruits ou les oignons, par exemple, qui se perdent, ou les pommes de terre, avec deux modèles. Un modèle traditionnel avec des hangars réfrigérés très importants, on en a financé plusieurs dans le Nord, mais je trouve aussi très intéressant, on parle d'économie décentralisée, l'initiative d'ABN de promouvoir des anciens conteneurs qui sont rénovés, équipés d'un panneau solaire et qui permettent, avec 8 heures de soleil, de maintenir au frais positif pendant 48 heures. Et ça, c'est une excellente initiative. On veut vraiment financer des outils comme ça, c'est-à-dire à la fois des clients qui vont avoir des gros hangars, l'économie plus traditionnelle, et puis des formules plus agiles dans les territoires. Voilà. Et puis bien évidemment, on a beaucoup travaillé avec Benoît. On espère lancer ce qu'on appellera le pack recyclage avec 3 modules pour promouvoir les différentes offres de recyclage de plastique, le rendre accessible à tous les industriels, que ce soit de faibles consommateurs de plastique ou alors des consommateurs un peu plus importants. Donc je pense qu'on a un bel exemple. Et les solutions de financement existent. Je rappelle toutefois que, et ça a été dit ce matin par le ministre guinéen, le prérequis à tout ça, et ça rejoint votre discours, il nous faut des conditions de stabilité, de visibilité. Il y a des attentes très fortes de la part des investisseurs au Sénégal. On a hâte d'avoir le nouveau code des investisseurs, le nouveau code général des impôts, pour avoir des règles du jeu qui soient claires, bien établies, et qu'on comprenne dans quel environnement on peut travailler tous ensemble. Parce que les solutions de financement, elles existent. On a beaucoup parlé de co-construction ce matin. Aujourd'hui, on sait travailler, on sait dialoguer avec nos clients, on les visite, on a une expertise, on est organisé à la Société Générale par secteur d'activité,
c'est un impératif pour mes commerciaux de connaître leur secteur, le cycle économique, les grands enjeux de nos clients. À charge pour nos clients de bien comprendre quelles sont évidemment nos contraintes, les contraintes des financiers qui ont évolué. C'est des contraintes beaucoup plus rigides. Et pour ça, on développe une activité de conseil pour leur expliquer. Et puis, on a parlé de solutions de cofinancement. On sait parfaitement travailler avec un BPI, avec Proparco, pour faire du blend finance, faire du sur-mesure. On a ces solutions-là pour faire soit le financement d'une économie dite décentralisée aujourd'hui, ou alors plus classique. Vous avez parlé de ciment vert, vous avez parlé de solutions de conteneurs avec panneaux solaires et également de packs recyclage et de contraintes à la fin. Donc j'en viens naturellement à la question de la contrainte environnementale qui va tout de suite rimer avec la compétitivité et la compétitivité du tissu industriel sénégalais. Comment est-ce qu'on appréhende correctement en fait cette contrainte environnementale ? Alors je le disais, c'est une contrainte. C'est une contrainte qui peut coûter cher, qui peut rendre un projet soit économiquement difficilement viable, soit tuer un projet. Néanmoins, il y a des solutions. De notre côté, on a développé avec des partenaires une offre qui s'appelle Pack Solaire. On en a récemment fait la promotion avec CFO Infrastructure. L'idée, c'est de donner accès à nos PME sénégalaises à des solutions photovoltaïques avec un package. Donc c'est une solution intégrée du diagnostic énergétique jusqu'au financement, en passant bien évidemment par la maintenance nécessaire de l'installation. Je le disais, on réfléchit à la mise en place d'un pack recyclage de plastique avec Plastic Odyssey en partenariat avec eux, mais on pourrait très bien imaginer avec ABN concevoir une offre où on fait la promotion en étudiant bien le modèle économique, qui va payer pour quel service, faire la promotion d'une solution packagée pour commercialiser vos conteneurs. Une chose est certaine, tout industriel doit intégrer aujourd'hui dans son projet, dès le début, la contrainte environnementale et sociale, que ce soit évidemment le respect des normes, traitement des eaux et autres, mais aussi des volets gouvernance qui sont aussi assez complexes. Et pour ça, j'en profite pour le rappeler, on a développé la Maison de la PME qui a pour mission d'accompagner nos PME qui sont peut-être les moins armés face à ces contraintes pour mieux les comprendre, les appréhender à travers soit nos conseils, soit le conseil de nos partenaires. Et vous, Assia, forte de votre expérience, je me tourne vers vous pour poser la question du coup de comment aborder ces contraintes, ces normes environnementales et sociales, comment finalement moderniser l'industrie sénégalaise, et également comment imposer le transfert technologique ou bien développer soi-même ses propres technologies, ses propres compétences au Sénégal. L'avantage que nous avons au Sénégal, c'est surtout qu'on aborde aujourd'hui l'industrialisation, on est encore, en tout cas, sur un niveau assez bas aujourd'hui par rapport à l'industrie. Donc on peut choisir notre modèle. C'est pour ça que c'est très important. On n'est pas obligé forcément de prendre le modèle chinois, de prendre le modèle d'ailleurs. Il faut un modèle qui correspond à nos réalités, à ce que nous aspirons. Il faut de l'industrie conventionnelle, on en a déjà. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on ne doit même plus opposer les deux industries, entre l'industrie conventionnelle et l'industrie verte. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas un entrepreneur, c'est pour ça que c'est important d'avoir des entrepreneurs qui sont ancrés à des valeurs. Parce que tout simplement, quand on est entrepreneur, on se pose la question, quel est notre impact environnemental et notre impact social? On parle beaucoup de l'environnement, mais notre impact social aussi. Aujourd'hui, nous avons la loi, en tout cas le code environnemental 2023-015 du 2 août 2023 au Sénégal, qui est lié à d'évaluation d'impact environnemental pour toute, en tout cas, entreprise qui s'installe avec des niveaux qui sont différents. L'étude est différente en fonction de ce que notre impact. Mais ce qui est important, c'est quand nous faisons cette industrialisation-là, il faut le faire accompagner d'un modèle. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui prend en compte forcément nos réalités au niveau des régions. Je donne un exemple. Récemment, nous avons un exploitant minier à Kédougou qui nous a appelé en nous disant « Ok, d'accord, moi j'ai une licence pour l'exploiter pour de l'or. » Je lui dis « Ok, c'est très bien. » Et il me dit, donc je me pose la question pour le RSE.
en me disant ça, il me dit, donc moi je veux former des femmes à transformer. Je lui dis, ok, mais c'est bien. Mais moi je voudrais bien voir les communautés sur d'autres choses que les former pour faire de la confiture. Et ça n'a rien de péjoratif, on a encore besoin de confiture céréales. Mais moi je veux les trouver là où il y a la plus de valeur ajoutée. Donc ça veut dire que vous avez besoin de quoi à Kédougou? Et là il commence à me dire, effectivement, nous n'avons pas de logement, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas où se loger, etc. Je dis, mais c'est l'occasion de transformer ces villages à Kédougou à des éco-villages qui permettent peut-être de mettre des bungalows dans les villages en tant que tel. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, cette question-là, on ne doit pas choisir la facilité forcément. C'est une question assez complexe, mais doit être capable. Et c'est là où c'est important, quand on parlait de collectivité territoriale, d'avoir des gens aussi capables de comprendre ces dynamiques-là. Pourquoi on les fait? Comment on les fait? Que quand un investisseur arrive, comment on doit manager cet investisseur-là pour tirer profit? Il faut créer de la richesse, mais pas n'importe comment. On n'est pas là pour dire qu'il nous faut impérativement de la richesse. Si on doit avoir un point, 20 points, si à cause en tout cas de l'impact environnemental social, on doit descendre à 10, on prendrait cette option-là. Parce qu'on veut préserver ce que nous avons, que ce soit les richesses, que ce soit nos sociétés et nos communautés. Donc voilà, merci. Oui, je souhaite... Vous voulez rebondir, Nabil? Oui, je voulais rebondir sur justement ces modèles. En fait, il faut absolument qu'il y ait une volonté politique. Il faut trouver des solutions pour laisser les gens là où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair, celui qui a produit de l'oignon et que la moitié a été jetée n'a pas pu le vendre, pourquoi voulez-vous qu'il produise l'année d'après? Et il va aller chercher du boulot à Dakar ou après Dakar peut-être l'océan. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement important de trouver, d'accompagner les gens pour qu'ils trouvent leur gain de pain en étant chez eux et à développer, à trouver une fierté de son travail, une fierté de sa production. Et du coup, après, c'est comme ça qu'on va développer un pays, c'est en développant depuis les territoires. Et puis après, les solutions économiques, mais il y en a plein. Et on trouvera des solutions. Comme disait, on trouvera des financements, ce qu'il faut, c'est effectivement des porteurs. Si les porteurs ne sont pas suffisamment matures, les former, les accompagner. Et ça, c'est bien sûr le rôle de l'État, du gouvernement, des collectivités, etc., etc. Merci beaucoup. Je voulais aussi rebondir sur ce point par rapport à l'exemple que Mme Gaye a donné tout à l'heure, surtout par rapport au secteur minier, parce que nous sommes dans le secteur minier. Je pense qu'aussi le code minier a réglé en tout cas une partie de ce problème, parce que pour les entreprises, bon, la RSE c'est volontaire, donc c'est l'entreprise qui choisit qu'est-ce qu'il va investir. Les sociétés minières en font, donc ils en font, ils font des infrastructures au niveau des communautés. Mais maintenant, c'est réglé définitivement par le code minier à travers ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement local. Le fonds d'appui au développement local, c'est 0,5% du chiffre d'affaires de chaque société minière qui doit être donné directement, n'est-ce pas, aux communes dans la zone dans laquelle la société est implémentée. Ce qui fait qu'avec ces ressources-là, qui sont quand même assez importantes, quand on parle de 0,5% chiffre d'affaires d'une société minière, c'est beaucoup d'argent. Donc, et chaque année, donc ça permet effectivement de donner des ressources aux communes. Parce que souvent, dans les zones minières, les gens se plaignent qu'il y a une société minière qui est implantée dans une zone qui est pauvre, entre guillemets. Les gens se posent la question, mais où vont les ressources, n'est-ce pas, que cette société minière fait dans cette zone? Malheureusement, il y a une centralisation des impôts. Par exemple, une société minière qui est à Kédougou vient payer ses impôts à Dakar. Donc ça, ce n'est pas la faute des sociétés minières. C'est comme ça que l'État est organisé. Mais je pense qu'avec le fonds d'appui au développement local, 0,5% du chiffre d'affaires, ça peut effectivement impacter les populations et les communautés qui vont réellement ressentir la présence des sociétés minières dans les différentes zones. Peut-être pour revenir sur le sujet de la contrainte, je pense que comme dans tout changement de paradigme ou évolution de la société ou de son économie, finalement de la contrainte vient aussi l'innovation, on le disait, et vient aussi l'opportunité. Et je vous prendrai deux exemples. Le premier, c'est que par exemple dans notre domaine, quand vous êtes un industriel de la plasturgie, il y a une complexité à mettre en place de la circularité. C'est que d'abord vous allez devoir construire une chaîne de valeur et des flux d'approvisionnement qui n'existent pas forcément. Donc c'est du travail pour mettre en place cette chaîne-là. Ensuite, vous allez devoir revoir votre process parce que par définition, vous allez avoir une matière qui sera un peu changeante.
Donc vous allez devoir peut-être savoir formuler un peu en temps réel, en fonction des approvisionnements que vous avez, le plastique que vous allez mettre dans vos produits. Mais à la fin, si vous faites ce travail-là, vous avez un avantage compétitif qui est que la matière première que vous avez est potentiellement moins chère que votre voisin d'à côté. Donc il y a là quelque chose qui est que si vous savez investir et acquérir cette compétence-là, vous avez un avantage concurrentiel. Le deuxième exemple que je prendrais, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal et a fortiori notamment par exemple en Europe, il y a une valeur forte en fait à pouvoir proposer des produits avec une histoire forte en termes d'impact social et environnemental. C'est-à-dire que demain, je ne sais pas, Patagonia par exemple, n'ira pas acheter son plastique dans une décharge où il y a des enfants qui travaillent, où il y a des conditions sociales qui sont très dégradées. Donc si vous faites un travail de qualité sur la formalisation du secteur informel, avec de la traçabilité, avec de la blockchain, etc., qui vous permet in fine de fournir une matière avec une belle histoire et de la sécurité sur la valeur sociale et environnementale de votre produit, et ben vous avez vis-à-vis de certains de ces acteurs-là une valeur ajoutée qui est très forte. Et donc nous, ça fait partie aussi du travail qu'on essaie de faire, c'est de remettre une valeur financière sur une valeur sociale, environnementale qui a été produite et qui est réellement produite. Et ça fait partie aussi de l'innovation financière. On a parlé de finance catalytique ou de blended finance, c'est évidemment un sujet, mais sur la valorisation en aval de la valeur qui est créée, il y a aussi des innovations à faire. On a vu sur le carbone par le passé, le crédit carbone, et il y a comme ça un certain nombre de mécaniques à inventer qui peuvent être à l'échelle d'un État, mais qui peuvent être aussi à l'échelle d'un produit ou d'une PME, de savoir remettre de la valeur sur ce produit-là. Et je pense que donc voilà, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, et a fortiori, on le disait, quand on repart un peu de zéro, plutôt chercher dans ces contraintes les opportunités et les avantages qu'on va pouvoir voir dans le futur, que de uniquement subir. Et je pense que c'est pas possible partout, mais en tout cas quand c'est possible, je pense que c'est la posture à adopter. Merci beaucoup pour ces éclairages. Moi, je souhaitais revenir un peu sur le sujet de l'industrie et donc sur le concret de l'industriel, et donc redonner la parole à Nabil qui, à travers sa vision d'industriel, pouvait nous parler encore une fois de compétitivité, mais tout en reliant à l'environnement, et donc finalement nous parler des solutions que vous apportez vous à vos clients en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique également, en Afrique du Nord, pour réaliser des économies d'énergie, des économies aussi d'eau, pour revenir sur le sujet environnemental. Alors, malheureusement, l'industrie du froid est très très grosse consommatrice d'énergie. Et nous, depuis au moins une vingtaine d'années déjà, avant que les journalistes et les politiques s'en occupent, on a tout un modèle d'économie d'énergie. Et je vais citer quelques chiffres. Pour le groupe Bonduelle en France, entre 2005 et 2020, on a fait un plan d'économie d'énergie. On a fait réduire leur facture d'électricité de 62 millions d'euros par an à 46 millions d'euros par an pour produire 1 million de tonnes de légumes surgelés. Comment on fait ? Au fait, on rentre dans le cœur du système. Je suis ingénieur en physique du froid, je suis entouré de techniciens et d'ingénieurs. Donc notre combat de tous les jours, c'est chercher comment concevoir, installer des solutions sobres, peu consommatrices d'énergie, peu consommatrices d'eau. Et ce que je disais tout à l'heure, un entrepôt frigorifique classique peut consommer jusqu'à 70% du chiffre d'affaires rien que pour la facture d'électricité. Nous, on est sur des modèles qui sont 2 fois et demi, qui consomment 2 fois et demi en moins, parce qu'on choisit des fluides naturels, parce qu'on choisit des conceptions. Oui, c'est vrai qu'à l'investissement, elles vont coûter beaucoup plus cher, mais en 2-3 ans, on amortit le delta coût, le delta investissement, et puis après, c'est que du bénéfice. Avant de parler quel est le type de production d'énergie, est-ce que c'est solaire, est-ce que c'est éolien, est-ce que c'est du fuel, est-ce qu'on consomme peu d'abord? On essaie d'être sobre d'abord, et puis après, on va regarder quelle est la solution qu'on va adopter. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'installer systématiquement chez nos clients industriels sur l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, si on est chez les 3 premiers laitiers en Tunisie, au Maroc, en Algérie, 3 premiers transformateurs de viande dans les 3 pays, 3 premiers exportateurs de fruits et légumes, etc., c'est parce que ces gens ont trouvé effectivement des vraies solutions, des vraies approches, une vraie écoute. Et avec cela, on arrive vraiment à transposer ce modèle parce que les gens, ils voient
par le résultat. On parlait tout à l'heure avec un abattoir de volaille. Vous savez que si vous ne faites pas attention au refroidissement rapide de votre poulet à la fin de la chaîne d'abattage, vous pouvez perdre jusqu'à 10% de poids. Si vous faites 10 tonnes par jour, c'est-à-dire il y a 1 tonne qui part dans les égouts. C'est l'eau qui coule dans le climatiseur. Nous, on s'engage par écrit à perdre moins de 2%. Et on a des enregistrements avec 1% de perte de masse. C'est tout. Donc nous, comme disent certains, on sait comment respire une banane, on sait comment transpire une pomme, on sait comment mûrit un raisin. Et tout ça, c'est extrêmement important parce qu'on se positionne côté produit et on prend soin de ce produit. Vous savez, un fruit, quand vous l'arrachez de sa maman, il est sous stress. Si vous prenez, ne pleurez pas, on va le manger à la fin. Mais, mais si on prend soin de lui, on arrive à le conserver dans de très très bonnes conditions. Et quand il est là à être consommé, il est frais, comme si on venait de l'enlever de son arbre, de sa maman. Merci beaucoup. Comme nous approchons de la fin, je voulais, Ousmane, vous poser sur la tête la casquette de président du SPIS pour vous demander, selon vous, quelle est la vision de l'industrie du futur au Sénégal? La pomme connectée. La pomme connectée. Merci beaucoup, Seydou. Pour cela, il faut d'abord commencer par essayer de comprendre les difficultés que les industriels sénégalais rencontrent. Et la première difficulté, c'est le côté réglementaire. Parce que les investisseurs ont besoin de stabilité. Et c'est un problème qui revient souvent. Les industriels sont souvent confrontés à une pression fiscale et douanière énorme. Une pression énorme. Les gens savent de quoi je parle. Cette pression quand même a un impact assez négatif sur les entreprises. Parce que là, nous, au niveau du SPIS, ce que nous défendons avec l'autorité, c'est, ok, je pense que ça revient souvent, c'est élargissons l'assiette fiscale. Ce sont les mêmes qui payent. On ne tape que sur les industriels. On ne tape que sur les industriels. Donc, et les banques aussi. Hein. Donc, élargissons l'assiette fiscale pour que tout le monde puisse contribuer parce qu'on parle de contribution. Et aussi, l'autre point qu'on met souvent sur la table, c'est parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a un problème d'emploi. Le chômage, quand même, il est assez important. On a une population jeune, très dynamique, qui cherche de l'emploi. Nous, on a des solutions par rapport à cela. C'est discuter avec nous. Réduisons le taux de l'IS. 30% d'impôts sur les sociétés, c'est énorme. Ça ne permet pas aux entreprises de faire assez de marge pour encore réinvestir. Pour nous, la bonne question que les autorités doivent se poser, on est prêt à répondre à cette question, c'est si on vous réduit le taux de l'IS, combien d'emplois vous allez créer? Nous, on a des réponses. Parce que cette partie-là, l'État peut obliger les industriels à réinvestir cette partie d'impôt sur les sociétés, n'est-ce pas, qui n'est pas remis à l'État. Et ça permet aussi à l'entreprise de faire des réinvestissements, de faire de l'innovation. Et aucun pays ne peut se développer sans une industrie forte. Aucun pays. Le Sénégal ne va se développer qu'avec ses industriels. Donc le message fort, c'est au niveau du SPIS, en tout cas de notre syndicat des industriels, c'est consommons local, aidons ces industriels sénégalais qui sont déjà implémentés là à s'agrandir, à réinvestir et à créer de la valeur et à créer surtout des emplois et la formation. Je pense que ces messages-là, il est important qu'on puisse le passer. On demande aux nouvelles autorités quand même d'un peu restreindre la pression, parce que la pression fiscale et douanière, elle est énorme pour les industriels. Merci beaucoup. Et donc en guise de... Ah, vous voulez rebondir, Assia? Oui, allez-y. Je veux rebondir, je ne représente pas l'État, mais je pense qu'il a parfaitement raison. Là où on est convaincu, c'est que le développement du Sénégal passera par le secteur privé. Nous, on met l'environnement, on met ce qu'il faut pour qu'il y ait un développement. L'assiette fiscale, on va essayer de desserrer, mais il nous faut aussi qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui créent de la valeur. Au Sénégal, il faut le dire, on n'a pas assez, comme je le dis, on n'a pas assez d'entrepreneurs, on n'a pas assez de capitaines d'entreprise. Et quelle industrie? Il faut que l'accès à l'industrialisation, l'accès à l'industrie, qu'on commence par des tickets qui sont moyens, les TPME. Comment transformer nos petites TPME? Nos mamans qui ont une machine où je fais peut-être 10 kilos par jour, comment transformer en 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos? Comment permettre un entrepreneuriat de masse
mais de qualité et qui génèrent quelque chose. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la question de la compétitivité. Et l'autre chose qui est importante, c'est ce que je disais, c'est là où je voulais rebondir, l'innovation, la R&D. Aujourd'hui, le transfert de technologies, c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré Plastic Odyssey quand ils sont arrivés avec ce transfert de compétences, en se disant, quand on parle de low-tech, aujourd'hui, ou deep tech, etc., mais surtout quand on parle de low-tech, c'est important qu'on puisse avoir accès à cette industrialisation-là, à ces innovations-là, qui nous permettent d'avoir des quick wins très rapidement. Il faut qu'on transforme impérativement notre transformation trop artisanale à quelque chose qui n'est pas forcément big, mais qui correspond à un certain niveau, qui nous permet de déclarer des emplois, avoir des emplois, générer un peu de richesse pour permettre aujourd'hui aux grands industriels qu'on puisse desserrer pour permettre d'élargir cette assiette fiscale. Mais en tout cas, il nous faut plus d'entrepreneurs. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Asia. Cette agora touche à sa fin. 40 minutes, c'est peut-être long, mais c'était trop court pour aborder tous les sujets concernant l'industrie, en tout cas au Sénégal. Je vous remercie d'avoir assisté à cette agora. Je vous remercie tous mes intervenants pour vos éclairages, pour avoir enrichi le débat et la discussion autour de la compétitivité et de l'industrialisation du Sénégal. Merci beaucoup.